Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Matins du Sénat. Ce matin, vous allez suivre une audition sur le plan santé du gouvernement pour les 3 prochaines années. Ce plan prévoit de modifier en profondeur le système de soins français et de réorganiser les hôpitaux publics. Cette loi prépare notamment la fin de la tarification à l'acte à l'hôpital qui coûte très cher à la sécurité sociale. Des tarifs au forfait vont être mis en place cette année pour certaines maladies chroniques, le diabète et l'insuffisance rénale. Et justement, sur cette réforme, les sénateurs ont interrogé Martin Hirsch, le directeur général des hôpitaux de Paris. Martin Hirsch a dirigé Emmaüs, puis il a été haut-commissaire aux solidarités sous Nicolas Sarkozy. Il a expliqué aux sénateurs comment il réorganise actuellement les hôpitaux de Paris et il a donc donné sa vision d'une réforme du système de santé. Je vous laisse l'écouter. Sur la situation de l'AP, vous avez rappelé sa position singulière qui est à la fois de représenter à elle seule 10% des lits d'hospitalisation en France, dans un seul établissement, et également de représenter 40% de la recherche médicale en France. Ce qui vous montre à la fois son poids, on est très souvent dans les 10 premiers mondiaux sur beaucoup de spécialités, et à la fois le fait que sa typologie de soins est très différente, puisqu'on a une concentration de recherche par lit, si je puis dire, qui est importante. Ce que je vous avais dit en 2015 et ce qu'on essaye de faire depuis, c'est effectivement de pouvoir basculer d'une taille qui a été un handicap, parce que être d'une taille aussi grande, c'est compliqué à gérer, c'est compliqué à bouger, c'est compliqué pour toutes celles et tous ceux qui y travaillent, c'est-à-dire 100 000 personnes, de se retrouver participant à la décision dans un ensemble aussi grand, alors que cela pourrait provoquer des avantages. Et nous ne tirions pas les avantages de notre taille. Et nous avons fait tout un travail au cours de ces dernières années pour essayer que, dans un système de santé français, européen et mondial, où pour pouvoir bien soigner les gens, il faut pouvoir attirer l'innovation et attirer celles et ceux qui ont envie d'être à l'origine de l'innovation. Et pour cela, il y a des atouts de taille qui peuvent être joués. Par exemple, quand je suis venu et que vous m'avez auditionné peu après ma nomination, nous étions au balbutiement du système d'information. Aujourd'hui, nous avons 37 hôpitaux sur 39 qui sont connectés au même système d'information. Nous avons des dizaines de milliers d'utilisateurs de ce système d'information. Vous rentrez dans n'importe quel hôpital pour une urgence, on vous ressort votre dossier de votre histoire médicale immédiatement. Vous pouvez, sur votre smartphone, avoir accès à votre dossier médical. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux en Europe dans lesquels ceci est possible, donc sur un espace sécurisé. Vous pouvez aujourd'hui, dans l'ensemble des hôpitaux de la paix, prendre rendez-vous en ligne. Donc si vous avez besoin de telle spécialité et qu'elle n'est pas disponible dans les 15 jours qui viennent, vous pouvez immédiatement avoir accès à l'ensemble des services de spécialité de la paix. Vous pouvez bien évidemment payer en ligne. Donc on a aujourd'hui des outils à la taille de l'AP qui nous permettent, vis-à-vis des patients, d'avoir un service rendu qui utilise notre taille. Et puis, ce système d'information alimente un entrepôt de données de santé sécurisé qui est du coup, parmi les entrepôts de données hospitaliers, un des plus importants au monde et qui peut permettre à nos chercheurs, quand ils travaillent sur telle ou telle maladie ou tel élément, de pouvoir avoir accès à l'ensemble des données. Ce qui nous permet par exemple de pouvoir connecter la survenue d'accidents vasculaires cérébraux avec les épisodes de pollution et d'avoir des données tout à fait d'une richesse extrême. Et ce qui nous permet également d'envisager des collaborations dans lesquelles nous gardons la maîtrise de nos données avec des industriels pour faire en sorte que cette puissance puisse être utile à la souveraineté française, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas simplement à devoir penser que dans les 10 prochaines années, nous allons acheter des algorithmes qui auront été faits par des entreprises privées dans d'autres pays pour dicter aux médecins la manière dont ils devront travailler, mais pour pouvoir faire naître ces algorithmes de ces données. Alors, on a mis en place ces outils, je peux vous en citer quelques autres. Par exemple, nous avons une plateforme génomique qui est une des deux en France, l'autre étant Auvergne-Rhône-Alpes, la nôtre réunit tous les hôpitaux de la paix, plus l'Institut Curie, plus l'Institut Gustave-Roussy, pour pouvoir, là aussi, unir nos forces sur la bataille génomique du futur. Donc on a plusieurs éléments sur lesquels
on a, je crois, commencé à avoir des outils qui sont utiles pour l'avenir. Et encore une fois, je ne fais pas de différence entre ce qui est utile pour un patient qui vient parce que c'est la proximité et parce que c'est l'urgence, ou des patients qui viennent parce qu'on est le lieu du recours. Dans ce contexte, on a connu au cours de ces dernières années des évolutions extrêmement fortes. Quand, il y a 5 ans, on opérait un patient sur 4 dans la journée. Aujourd'hui, c'est 4 sur 10. Donc on est passé de 24% à 40% de chirurgie ambulatoire, ce qui est assez spectaculaire, qui transforme bien évidemment nos organisations, les équipes de nuit par rapport aux équipes de jour, comment fonctionne un bloc opératoire, les relations avec les patients, parce que les patients sortent le jour même, mais on a besoin d'applications pour pouvoir les suivre après, etc. etc. Donc on est dans une période de transformation rapide et majeure, même dans un univers aussi important que le nôtre. Ces transformations posent 2 types de problèmes. Un, elles peuvent être perturbantes pour les équipes, parce que effectivement, on transforme des sites, on en ferme certains, on en ouvre d'autres, on est en train... merci infiniment, Monsieur le Président. On a vraiment beaucoup d'évolutions qui sont d'organisation médicale, qui sont bâtimentaires, qui sont technologiques, qui vont aujourd'hui assez vite, ce qui a des implications sur le fonctionnement des équipes. C'est dur pour les équipes parce que nous sommes en Île-de-France, nos équipes ont exactement les mêmes salaires que pour l'ensemble de la France dans une région dans laquelle le coût de la vie est 30% plus élevé, ce qui pose des problèmes énormes à nos personnels. Alors, pour les personnels soignants, les aides-soignants, les infirmiers, c'est un problème de où je peux me loger, comment je peux me transporter. Pour les médecins, c'est un problème de comparaison de niveau de vie avec leurs collègues qui sont dans des villes, des territoires où le coût de la vie est moins élevé et du coup qui leur pose des tas de questions, d'autant plus que dans la même région, on peut être appelé pour des salaires beaucoup plus élevés dans des établissements privés. Donc on a des questions autour de cela. On a un système dans lequel il y a finalement peu de mobilité parce que la tradition est d'être assez peu mobile alors que les équipes ont besoin de tourner, de se reconstituer, d'évoluer. Et on a des questions de rigidité, puisque nous devons gérer un établissement aussi important, gigantesque, avec à peu près les mêmes instruments juridiques qu'un établissement de petite taille. Puisque notre CME centrale a les mêmes pouvoirs qu'une CME d'un hôpital qui a un seul bâtiment, 15 services, quand nous avons 650 services médicaux différents, etc., etc., et un circuit de décision compliqué. Alors c'est pour ça qu'on a entrepris une réforme très importante qu'on appelle la nouvelle AP, qui d'une partie nous concerne les procédures internes, nos organisations internes, et une partie appelle une modification juridique de l'AP. L'esprit, c'est assez simple, c'est on garde les avantages de la taille, mais on se donne une organisation davantage fédérale. On donne des pouvoirs aux hôpitaux plutôt que d'avoir le pouvoir au siège. Pour montrer ma bonne foi, j'ai annoncé que je vendais le siège, ce qui était la meilleure manière dans un univers où on est peu croyant dans les directeurs généraux, les réformes, etc., de leur dire là, j'aurai pas le choix. Et d'ailleurs, le prochain siège sera beaucoup plus petit et en plus, il sera au milieu d'un hôpital. Et du coup, maintenant, vous pouvez me croire quand on dit qu'on va déconcentrer les pouvoirs. Et on est en train de constituer nos ensembles hospitaliers pour avoir 4 ensembles hospitaliers forts auxquels on puisse donner une grande partie des pouvoirs et pour continuer à pouvoir définir une stratégie, mais sans être dans le tatillon. Si je vous faisais le tour des décisions qui remontent au niveau central, vous en seriez effrayé. Une fois qu'on a dit cela, ça ne suffit pas. Il faut également, et c'est aussi l'intérêt de pouvoir avoir une AP plus fédérale, d'avoir une AP qui ne soit pas uniquement tournée sur elle-même. Quand l'AP est monobloc,
on passe 90% de notre temps à régler notre problème entre nous et à trouver comme complètement accessoires les autres hôpitaux qui sont en dehors de la paix, les médecins de ville qui n'ont qu'à s'adapter à notre fonctionnement. Et ça, c'est juste incompatible avec les besoins des patients. Les patients sont de plus en plus nombreux à avoir des maladies chroniques, dont vont être suivis dans plusieurs établissements, vont être suivis en ville, vont être suivis à l'hôpital, vont avoir un séjour à l'hôpital beaucoup plus court et une durée de lien avec le système de soins beaucoup plus long. Et donc ça, on ne peut pas survivre pour nos patients si on travaille en circuit fermé. Donc l'idée du fédéralisme, c'est de permettre aussi à ces nouveaux ensembles hospitaliers de pouvoir davantage avoir de liens avec les groupes hospitaliers de territoire de leur région. J'espère par exemple que, pour prendre un exemple, l'hôpital Henri Mondor, qui est au milieu de Créteil, pourra travailler de manière beaucoup plus proche avec le centre hospitalier intercommunal de Créteil, qui est à 800 mètres de distance, et pour lequel, alors l'un est à la paix, l'autre n'est pas à la paix, mais je ne pense pas que pour les patients, cette barrière juridique justifie que le circuit du patient soit pas bien organisé, etc. Donc on a ces éléments extrêmement forts à pouvoir développer. Et puis également avec la médecine de ville, on a monté un programme qui s'appelle Médecins partenaires. On travaille différemment avec la médecine de ville. François Crémieux, quand il dirigeait l'ensemble des hôpitaux du nord de Paris, a monté un partenariat avec des centres de santé municipaux pour qu'on ait un système d'information partagé, des postes médicaux partagés, une possibilité d'échange entre les équipes pour la prise en charge. Donc ça, c'est un changement qui est important. Ce qui fait que si je fais la transition avec la loi santé, les éléments de décloisonnement ville-hôpital sont des éléments majeurs pour tout le monde. Notre pays a vécu plus longtemps et plus profondément que les autres avec une coupure ville-hôpital, des modes de rémunération différents, des statuts différents, des préoccupations différentes, des organisations différentes. La plupart des pays ont aujourd'hui dépassé ces limites. Quand vous allez dans un centre hospitalier dans beaucoup de pays, ça n'est plus un centre hospitalier, c'est un mini-système de santé avec des antennes, avec des liens avec la médecine de ville, etc., ce qui correspond aux besoins. Donc nous avons besoin de ce décloisonnement. Nous nous retrouvons même, alors que nous sommes au cœur de la région la plus dense et la plus riche de France, nous nous retrouvons même dans la notion d'hôpital de proximité. Quand on est en Seine-Saint-Denis, on sait qu'on a besoin, on va avoir 2 hôpitaux majeurs très spécialisés, l'un à Saint-Ouen dans quelques années, l'autre qui est à Bobigny, mais en revanche celui de Bondy a besoin d'être un hôpital de proximité où on ne vient pas pour se faire opérer, mais on vient pour la prévention, on vient pour la consultation, on vient pour le suivi de sa maladie, on vient pour des tas d'autres choses, et ça doit être exactement un hôpital de proximité, même en milieu dense. Moi, je suis très peu concerné par les milieux peu denses. On a quelques hôpitaux qui sont dont l'un dans l'Oise, Madame la sénatrice Rossignol, bien évidemment, mais la plupart de nos hôpitaux sont dans des zones denses et pour autant on est confronté à cela, y compris au centre de Paris, dans lequel on a intérêt à pouvoir distinguer des hôpitaux où on va de l'urgence jusqu'aux soins le plus critiques et des établissements dans lesquels on peut faire l'offre de soins non programmés sans avoir la suite des choses pour pouvoir, à condition qu'on ait les outils et les instruments de travailler avec la médecine de ville. Ça, c'est un élément effectivement majeur pour nous. La deuxième chose à laquelle on est très attentif, c'est effectivement de pouvoir donner un peu plus de souplesse, un peu plus de perspective aux personnes qui travaillent à l'hôpital. Vous le savez peut-être, les infirmiers du secteur public sont, quand on regarde les études de l'OCDE, montrent qu'il y a dans les 24 pays de l'OCDE, 3 pays où les infirmiers publics sont moins bien payés, ont un salaire inférieur au salaire moyen du pays. La République slovaque, la Hongrie et la France. Et quand on raisonne en parité de pouvoir d'achat et qu'on regarde le pouvoir d'achat des infirmiers publics, les points de comparaison les plus proches sont les infirmiers turcs et les infirmiers grecs, plus que les infirmiers espagnols, italiens, anglais ou allemands. Ce qui pose un petit problème. Et alors, quand je le rajoute au coût de la vie à Paris, ça cause un gros problème.
comme on connaît les difficultés, l'ONDAM, les dépenses publiques, etc., on s'est dit quelle est finalement la nature de la... Pourquoi est-ce que dans des pays où on dépense la même proportion de sa richesse à la santé, les 11% du PIB français, on retrouve les 11% allemands, les 11% scandinaves, etc., pourquoi dans ces pays, pourtant, les infirmiers sont un peu mieux payés? Pour une explication simple, c'est que là-bas, beaucoup d'entre eux ne sont pas des infirmiers simples, si je puis dire, mais des infirmiers cliniciens, des infirmiers qui coopèrent avec les médecins, avec des compétences plus élevées. Et du coup, le système a intérêt à les rémunérer davantage. Et donc, nous nous sommes inscrits dans cette perspective. On s'est aperçu que cette possibilité ouverte par la loi, sur laquelle vous vous êtes prononcé dans la loi de financement de la sécurité sociale de l'année dernière, en réduisant à 6 mois le délai pour lequel la Haute Autorité de Santé a à se prononcer sur la possibilité d'autoriser les équipes à pouvoir se déléguer les compétences. Aujourd'hui, le délai est de 30 mois. Aujourd'hui, le délai est de 30 mois quand un médecin et une infirmière se mettent d'accord pour dire que l'infirmière pourrait faire un peu plus. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit de rémunérer 1 euro de plus l'infirmière qui s'inscrit dans un système dans lequel elle va exercer plus de responsabilités, plus de compétences, plus de technicité. Le plan Ma Santé 2022 prévoit d'ouvrir cela. Alors, chez nous, ça peut concerner des milliers d'infirmières. On essaye de passer de... On était à 50 avant, on est à 150 aujourd'hui. On veut passer à 1000 à la fin de l'année prochaine. Infirmiers et infirmières, mais également autres professionnels de santé inscrits dans ces protocoles, à condition qu'on puisse les rémunérer davantage pour qu'effectivement, ils aient des perspectives des carrières, des perspectives d'investissement dans l'hôpital public. Ces éléments-là qui sont souvent bien connus des professionnels de santé et qui échappent au radar de la vision globale du système de santé, sont juste des éléments cruciaux dans le système. Cruciaux dans le système. Donc, on a ce type d'attente extrêmement forte, soit par rapport à la loi, soit par rapport aux mesures d'accompagnement de ce texte, qui, vous voyez, doit faire évoluer à la fois le lien entre l'hôpital et les autres acteurs, la définition des métiers dans les hôpitaux. Aujourd'hui, l'une des raisons qui fait que les séjours de certains patients sont plus longs qu'ils ne devraient l'être est le fait que je n'ai pas la possibilité de leur donner des soins paramédicaux kinésithérapeutes de rééducation parce que les masseurs kinésithérapeutes ont un salaire qui est de 100 € supérieur à celui d'une aide-soignante et peuvent trouver dans n'importe quel autre établissement non hôpital public, un salaire 2 à 3 fois plus élevé. Donc on a une pénurie de masseurs kinésithérapeutes. Donc on est obligé de prendre des artifices que la morale réprouve, c'est-à-dire d'autoriser l'activité libérale à l'hôpital pour les masseurs kinésithérapeutes, les forçant à passer à temps partiel pour qu'ils puissent, qu'on n'a pas le droit d'être à temps plein et de faire de libéral à côté. On a le droit pour les médecins, on n'a pas le droit pour les masseurs kinésithérapeutes. Les obliger à démissionner de leur poste à plein temps pour se mettre à temps partiel, pour faire du libéral, pour qu'ils puissent rester à l'hôpital. C'est un peu compliqué comme raisonnement. Voilà. Comment ? Voilà. Donc, voilà le genre de choses. Je pourrais être intarissable et je ne voudrais pas l'être, mais voilà, j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions. Alors, si je bascule juste sur assurance maladie obligatoire complémentaire, je vais être très rapide. Je suis parti d'une interrogation, c'est pourquoi est-ce que je devais payer beaucoup de monde dans des emplois administratifs à l'hôpital pour vérifier 3 fois les droits des patients qui, pour que l'hôpital soit payé, il faut que l'assurance maladie est payée, que la complémentaire est payée et éventuellement que leur reste à charge soit payé. Et quand on regarde, on a 90% des patients qui sont couverts avec une assurance maladie et la complémentaire, et on passe beaucoup de temps à des tâches qui sont... quand on s'aperçoit que finalement c'est juste recoller 2 morceaux pour être sûr que l'argent rentre dans l'hôpital. Et pourquoi cette tâche est tellement compliquée que finalement on perd des dizaines de millions d'euros par an? Parce que, effectivement, recouvrer dans ces conditions est compliqué. Donc je suis parti de ce petit bout de la lorgnette. Puis par ailleurs, je me suis intéressé aux comptes des uns et des autres. Et on s'aperçoit que dans l'univers des complémentaires, il y a 6 milliards d'euros qui sont consacrés, 6 milliards d'euros, qui sont consacrés à aller faire de la publicité pour se trouver 4
C'est 6. Voilà. Dont 2 milliards de publicité sur les antennes. Voilà. 6 milliards d'euros. Et je me suis dit, moi je raisonne assez bêtement, je me suis dit, mais les infirmières ne sont pas assez bien payées. Les infirmières ne sont pas assez bien payées. Il y a 6 milliards d'euros qui ne produisent pas du soin. Il y a un système qui est très différent du système d'après-guerre quand on a créé les mutuelles à l'époque où ça remplissait un rôle spécifique non rempli par l'assurance maladie. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième étage qui vient se coller. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une fusion d'étages et en disant assurance maladie obligatoire, assurance maladie complémentaire, même combat, comme ce qu'on a fait pour les plus modestes avec la CMU et la CMU complémentaire, de faire cela. Si par ailleurs on veut quelque chose de plus pour telle ou telle chose là, ça devient différent, mais pour toute la masse des choses, et donc on économise 6 milliards, et puis effectivement le codicile, c'est s'il vous plaît, redistribuer ces 6 milliards aux professionnels, pas aux directeurs, aux professionnels de santé, pour pouvoir effectivement récupérer cette anomalie de différence avec les autres pays. Cette idée n'est pas dans l'air du temps. Si vous êtes là, c'est parce que justement, c'est intéressant. Voilà. Alors, pour être honnête, parce que j'essaye toujours d'être honnête, il y a une difficulté. Tout est facile sauf un point. C'est les honoraires libres. Voilà, donc il y a un point compliqué qui sont les honoraires libres, parce que tout le reste c'est facile à faire, mais pour les honoraires libres c'est compliqué de faire rentrer les honoraires variables dans un système qui devient du coup obligatoire et complet, et donc c'est une des raisons. Les mutuelles ne sont pas extrêmement favorables à ce système, mais c'est aussi une des raisons des difficultés à ce changement. Merci, Monsieur le Président. Merci. Juste une chose, hein, je vous jure que nous ne sommes pas concertés, Monsieur Martin Hirsch et moi. Hein. On se voit pour la première fois aujourd'hui depuis 2015. Mais par contre, pour les honoraires libres, je vous rappelle qu'ils ont été institués parce que justement l'assurance maladie n'avait pas les moyens de payer les médecins à leur prix, à la valeur de leur acte. Donc peut-être que cette solution est une solution qui permettrait de revenir à un système sans honoraires libres. Donc j'ai beaucoup de personnes qui se sont inscrites. La première est Madame Delmont Koropoulis. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Hirsch pour cet exposé qui nous a montré à quel point vous avez réorganisé. Vous avez une nouvelle organisation qui sera certainement performante. Maintenant, bon, moi je suis sénatrice de 93 et je m'inquiète parce que nous avons effectivement, il y a apparemment aucune mesure prévue pour renforcer les moyens des hôpitaux en zone précaire, et je crois que dans les zones sensibles, comme dans le 93, il y a de grandes difficultés pour l'exécution de la mission d'intérêt général de précarité. Je rappelle que le rapport Cornu-Gentil-Coquendo a montré qu'il y avait de 300 à 400 000 personnes absentes de tout recensement administratif et donc ne sont pas des assurés sociaux. En conséquence, pas de concrétisation budgétaire fléchée sur ces 300 à 400 000 non-assurés sociaux. Ces fantômes administratifs sont quand même soignés dans nos hôpitaux, pour notamment des maladies chroniques, dont les coûts, dans ces conditions, ne peuvent pas être pris en charge par l'AME. Cette situation, vous le savez, déséquilibre les budgets des hôpitaux, car ils ne sont pas donc remboursés des frais qu'ils déboursent pour ces personnes. Alors ma question est la suivante: comment intégrer dans l'équation budgétaire ces fantômes administratifs qui doivent être suivis pour des pathologies chroniques? Et la Seine-Saint-Denis n'est pas le seul cas, il y en a aussi à Marseille, Roubaix-Tourcoing, etc. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame Bonfanti-Dossa. Oui, monsieur, vous venez de parler d'un système que vous avez préconisé dans lequel, pour un certain nombre de malades chroniques,
au lieu qu'il y ait une enveloppe de médecins de ville et une enveloppe de médecins d'hôpitaux, on réunit les deux. Et aujourd'hui, donc, on travaille ensemble. C'est un programme qui s'appelle le médecin partenaire. Je voudrais savoir si les résultats sont satisfaisants depuis que ça a été mis en place. Et puis, le plan santé de 2022 ambitionne de labelliser 500 à 600 structures de proximité d'ici 2022 pour en faire des hôpitaux d'excellence. La ministre s'est d'ailleurs engagée à ne fermer aucune structure. Je voudrais savoir si vous pensez que cela soit réellement possible. Et puis je voudrais savoir comment donner du crédit à ces annonces alors que quasiment tous les mois, les hôpitaux de territoire dénoncent hélas des fermetures par manque de moyens. Et pour terminer rapidement, je voudrais avoir votre sentiment sur cette nouvelle profession d'assistants médicaux qui vient d'être créée. Je voudrais savoir si vous pensez que ce n'est pas un doublon lorsque vous parlez tout à l'heure d'aider les infirmières à pouvoir être rémunérées davantage. Merci. Merci. Madame Cohen prend la suite. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, Monsieur Hirsch, vous décrivez les choses avec beaucoup de passion et d'engagement, mais derrière ce que vous nous dites, il y a une difficulté, c'est-à-dire que, à juste titre, vous souhaitez faire en sorte que à la PHP il y ait un retour à l'équilibre financier, mais il faut traduire ce retour à l'équilibre financier par le gel des salaires et aussi par la réduction d'un certain nombre de postes. Or, on est toutes et tous bien placés pour savoir qu'à l'hôpital, il n'y a pas trop de bras pour assurer les soins. Et je prends pour exemple le fait qu'effectivement il y a besoin de réorganisation. Ça serait ridicule de dire qu'il ne faut pas réorganiser un certain nombre les services, etc. Sauf que là, Monsieur Hirsch, vous avez quand même un mécontentement grandissant au niveau de la PHP et qui concerne vraiment des corps extrêmement différents, puisque vous venez de recevoir une lettre de 105 médecins qui demandent votre démission. Et il demande votre démission. Alors vous direz, c'est pas. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est un fait. C'est un fait. Après, on peut désapprouver. Je ne donne pas de jugement par rapport à. Précision sur le fait. Voilà. Simplement, qu'est-ce qui est dit? Je ne vais pas lire toute la lettre parce que ça serait trop long. Mais en réalité, ils sont très inquiets, ces médecins, sur notamment la diminution d'effectifs au niveau de la PHP, puisqu'ils parlent de 800 à 1000 postes chaque année jusqu'en 2023. Donc ils s'inquiètent de cette diminution par rapport à la qualité, des soins et aussi au fait que ça entraînerait une diminution du nombre de services. Je cite cette lettre, mais je pourrais donner d'autres exemples d'autres établissements. Je pense à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, où il y a quand même le service de pédiatrie qui est en grève depuis plus d'un mois. L'hôpital gériatrique Charles Foix, qui a déposé 2 avis de mise en danger grave et imminent pour dénoncer justement la situation intenable, puisqu'il y a à peu près 70 postes qui sont manquants. Et je pourrais aussi également citer l'Hôtel Dieu, dont on a beaucoup parlé ensemble et qui présente effectivement de grosses difficultés qui ont été organisées parce que c'est vrai que c'est très convoité le site de l'Hôtel Dieu sur des opérations qui ne sont pas des opérations de santé. Donc par rapport à ces éléments qui sont des faits, comment pensez-vous pouvoir améliorer cette situation au sein de tous les établissements de la PHP avec en réalité moins de moyens? Et vous avez cité l'exemple d'Henri Mondor. Je rappelle à votre engagement le fait que tous les parlementaires de toute sensibilité politique du Val-de-Marne se sont réunis et souhaitaient que vous organisiez une table ronde que nous attendons toujours, malgré d'ailleurs la bienveillance de la ministre et de l'ARS. Enfin, mon autre question, c'est sur la réorganisation du temps de travail. J'aimerais que vous puissiez nous donner, 3 ans après cette réorganisation,
un bilan, des précisions, parce qu'à vous entendre, effectivement, c'est très positif, mais si on entend et on écoute les personnels, eh bien, ils disent tout à fait le contraire, c'est-à-dire que c'est une course effrénée pour eux, c'est une charge de travail beaucoup plus importante et que finalement, ça n'est pas du tout ce qui avait été promis. Et la toute dernière question, c'est vous avez parlé des masseurs kinésithérapeutes. Effectivement, il y a quand même j'aimerais avoir votre avis sur les statuts des personnels d'une manière générale, parce qu'il y a aussi une difficulté au niveau d'autres paramédicaux. Je pense notamment aux orthophonistes. On ne trouve pratiquement plus d'orthophonistes en milieu hospitalier parce que non seulement par rapport à des salaires qui sont dérisoires, mais pas que. C'est-à-dire on ne reconnaît pas leur nombre d'études et leur spécialisation. Or, quand les patients sont victimes notamment d'accidents vasculaires cérébraux et qu'il n'y a pas d'orthophoniste pour intervenir, ça met en danger leur pronostic quant à l'amélioration du langage. Voilà, je vous remercie. Je pourrais moi aussi avec beaucoup de passion continuer. Madame Berthet prend la suite. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Directeur Général, vous nous avez dit il y a un instant que vous souhaitiez plus de perspectives pour les personnes qui travaillent à l'hôpital. Donc moi, je vais vous parler du cas des PADU, pour lesquels donc les praticiens à diplôme hors Union européenne, pour lesquels l'Assemblée nationale délibère aujourd'hui afin de prolonger leur droit à exister dans les hôpitaux français de 2 ans. Cette proposition de loi sera délibérée au Sénat avant la fin de cette session parlementaire. Donc, plusieurs questions au sujet des PADU. Tout d'abord, quel nombre y en a-t-il au niveau de la PHP ? D'autre part, au niveau de la prochaine loi santé, donc, il y aura des dispositions législatives qui permettront de régulariser la situation de ces 3 à 4 000 praticiens. D'ici là, avez-vous cette information et comment allez-vous gérer le fait de ne pas recréer du stock entre la fin 2018 et la mise en application de la nouvelle loi, car ceci semble assez complexe. Merci pour le stock. Madame Jasmin. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Directeur, j'ai bien apprécié la possibilité que vous offrez en partageant des données pour 37 hôpitaux différents. Donc, je félicite la démarche concernant les données connectées. Ça peut être évidemment un avantage pour toutes les personnes qui font de la recherche clinique. Toutefois, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez prévu concernant l'obsolescence programmée. Parce que là, il faut aussi connecter, mais il faut aussi envisager et anticiper, parce que c'est d'actualité. Et la dernière chose, c'est la mise en place d'outils concernant la plateforme ou les plateformes génomiques. Je trouve également que c'est quelque chose de bien. Toutefois, nous pouvons déplorer le manque d'utilisation des étudiants qui font des formations en biologie informatique, les bioinformaticiens, sur le territoire français qui ne trouvent pas de travail, alors que vous mettez en place un certain nombre de dispositifs. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une cohérence entre les formations et les besoins, et est-ce que vous mettez à jour les référentiels métiers? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Mouillet. Et on arrêtera là. Monsieur Hirsch répondra et on prendra la suite après. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais vous parler plutôt de chiffres, puisque j'aurais voulu avoir quelques précisions sur le plan de redressement que vous avez engagé. Donc, dans votre intervention, vous n'avez pas du tout évoqué les aspects budgétaires, donc j'aimerais avoir quelques précisions. Et de la même façon, je voudrais voir, je ne vais pas revenir sur le débat des 35 heures, mais voir un petit peu comment vous avez traité le débat des heures supplémentaires, qui était un vrai sujet, à travers notamment l'organisation, qui est valable d'ailleurs pour l'ensemble des hôpitaux au niveau national. Et puis, toujours dans cette même lignée, on évoque des projets de la part du gouvernement de diminution encore de la masse salariale des hôpitaux. Je vois votre réaction par rapport à ça au regard des objectifs donnés. Merci. Je vous laisse répondre. Oui. Merci beaucoup pour vos questions. Je vais d'abord répondre à Mme Delmont-Koropoulis sur la Seine-Saint-Denis. Alors, je vous ai entendu dire qu'on n'investissait pas beaucoup en Seine-Saint-Denis. C'est le département dans lequel on investit le plus et de loin.
C'est-à-dire qu'on déplace un hôpital qui est en Hauts-de-Seine et un autre qui est à Paris Intramuros pour l'installer en Seine-Saint-Denis pour un investissement de 650 millions d'euros. On rénove l'hôpital d'Avicenne à Bobigny, pour lequel on a déjà dépensé et investi, et à juste titre, 40 millions d'euros récemment pour des bâtiments modernes. Et on va investir 85 millions d'euros pour pouvoir y refaire tout le pôle mère-enfant. Donc la Seine-Saint-Denis est de loin le département, désolé pour les autres, je ne peux pas dire la même somme, ni pour les Hauts-de-Seine, ni pour Paris Intramuros, ni pour... Et le département dans lequel, pour une raison assez simple, qui répondra un petit peu à l'aspect Hôtel-Dieu. Les dernières décennies ont conduit à beaucoup investir sur la rive gauche de la Seine, depuis l'hôpital Georges Pompidou jusqu'à la Pitié-Salpêtrière, sur lesquels on a une densité hospitalière très forte, collée à la rive gauche de la Seine. On a oublié le nord et l'est de Paris, sur lesquels la population est la plus dynamique et la plus précaire. Donc nous rattrapons cela. Dans Paris, nous investissons majoritairement à côté de la gare du Nord et de la gare de l'Est, et nous investissons en Seine-Saint-Denis de manière considérable. Alors ensuite, est-ce que ces hôpitaux sont confrontés à une population précaire, parfois sans droit? La réponse est oui, tout à fait importante. Et évidemment, l'éthique de soins fait que dans le service public hospitalier du dernier recours, on les prend en charge, et on prend y compris en charge ce que d'autres établissements nous envoient. Et donc on se retrouve avec un taux d'impayés qui est important. Donc on a des discussions régulières avec le ministère en disant le financement de la précarité qui est destiné à cela n'est pas à la hauteur de ce que nous devons supporter. Et on y répond en général pas favorablement, mais on continue quand même à prendre en charge ces patients et on fait en sorte qu'ils ne pâtissent pas de cet élément-là. Donc on a vraiment, et quand j'insiste tout à l'heure sur le travail qu'on fait avec... pardon, mais j'ai embauché une personne qui avait monté tout le réseau cancer de Seine-Saint-Denis entre la médecine de ville et les hôpitaux pour qu'elle vienne travailler chez nous à élargir au-delà du cancer les prises en charge ville, hôpital, secteur social pour les populations les plus défavorisées pour que ça soit le cœur de notre projet à Bondy. C'est exactement dans cet esprit qu'on travaille. Madame Bonfanti-Dossat, sur le sujet médecin partenaire que vous avez évoqué, donc c'est un programme, je dis les choses telles qu'elles sont. Quand j'ai été nommé à l'AP, j'avais des copains médecins généralistes, je leur ai dit qu'est-ce que vous pensez de l'AP, ils m'ont dit du mal. Voilà. On n'envoie plus nos patients, on n'arrive plus à avoir quelqu'un au téléphone, etc., etc. Donc je me suis dit qu'il y avait un problème, quoi. C'est aussi bête que ça. Et donc on a monté un programme dans lequel on a demandé aux médecins de ville ce qu'ils attendaient de l'hôpital, on a demandé aux médecins hospitaliers qu'est-ce qu'ils reprochaient aux médecins de ville, et puis on a essayé de construire les choses au carrefour de cela. Donc c'est des choses idiotes, mais par exemple qu'il y ait un numéro qui puisse appeler et pas téléphoner dans le vide, ou des choses comme ça, ou quand on a mis en place notre système de prise de rendez-vous en ligne, de pouvoir avoir pour les médecins partenaires des créneaux réservés pour que quand ils sont face à leurs patients et qu'ils leur disent ça serait bien d'aller dans tel hôpital, ils puissent d'emblée faire ce genre de choses. Ce genre de choses est utile et nettement pas suffisante. Ça n'est pas travailler ensemble. C'est mieux se connecter, ça n'est pas travailler ensemble autour du patient. Et donc c'est pour ça qu'on est très concerné par toutes les dispositions qui pourront évoluer de manière législative, réglementaire, au-delà de nous ce qu'on peut faire avec nos moyens, pour qu'effectivement il y ait des équipes de soins partagées. Alors c'est là où on s'est engouffré nous-mêmes dans l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année dernière qui permettait des programmes expérimentaux. Donc on a monté un programme sur l'insuffisance cardiaque pour que ville et hôpital prennent en même temps en charge des patients qui vont vivre pendant 20 ans avec une insuffisance cardiaque, etc. etc. Donc je pense que, si je résume, on a dépassé la barrière culturelle
de je suis à l'hôpital, donc je méprise la ville, je suis à la ville, donc je pense que l'hôpital me méprise et n'est pas organisé. Donc cette barrière culturelle est dépassée. Et aujourd'hui, on a besoin d'aller beaucoup plus loin dans les outils de souplesse et dans le temps qu'on peut consacrer à ce type de programme. Sur les structures de proximité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que nous sommes bien évidemment moins concernés que d'autres territoires, mais pour autant, on considère que cette notion a une pertinence, encore une fois, soit au cœur de Paris, soit dans certains départements de la petite ou grande couronne, d'avoir des lieux qui ne soient pas des lieux où il y a des blocs chirurgicaux, des services de soins critiques, mais il y a une possibilité de répondre à la proximité, et ils seront d'autant plus efficaces s'ils sont construits avec la médecine de ville et les centres de santé. Alors, la question de fermeture, pas fermeture, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas jouer sur les mots. Nous, il nous arrive de fermer des sites. Mais on ne ferme pas la paix. On ferme, on ouvre, on fait bouger. Quoi. Ce que je vous disais, je ne pourrais pas être crédible devant vous si je vous disais que la population de la région Île-de-France est en train de s'accroître et de vous dire je garde les hôpitaux parisiens tels quels parce que je ne pourrais pas répondre aux besoins. Donc, c'est un organisme vivant, l'hôpital. Ce qu'a dit la ministre, c'est de dire que pour des raisons de maîtrise des dépenses, le fait qu'un hôpital, qui est du coup la seule structure à 30 km à la ronde, celui-là, on ne va pas le fermer pour des questions de coût. Parfois, et ça c'est mes expériences précédentes, on est embarrassé parce qu'ils ne sont pas assez attractifs pour les professionnels, et donc ce n'est pas une question d'argent, mais il y a un moment où la sécurité des patients, vous connaissez ce discours, mais ce discours, même quand il est tenu par des technocrates, est parfois vrai. Donc ce sont des réalités. Moi j'étais confronté à ça. Quand je vous dis Bobigny-Bondy, mon problème à Bondy, l'une des raisons pour lesquelles on le transforme, c'est que les anesthésistes ne sont plus intéressés par venir dans cet hôpital. Ils préfèrent venir dans un hôpital qui est toujours en Seine-Saint-Denis, mais dans lequel il y a effectivement un environnement de blocs opératoires, de soins critiques, de réanimation, qui est beaucoup plus intéressant pour eux. Et comme ils ont le choix, ils choisissent. Et donc il faut aussi s'adapter à cela. Je n'ai pas d'avis autorisé sur les assistants médicaux, non pas pour fuir le sujet, mais c'est vraiment un sujet de soutenir les médecins de ville et non pas qui se posent véritablement à l'hôpital. Donc j'ai compris qu'on répondait à une demande de médecins de ville, j'ai compris qu'il y avait des infirmières qui étaient inquiètes par rapport à ça, mais au-delà de ça, je ne me suis pas penché complètement là-dessus. Madame Cohen et Monsieur Mouillet notamment m'ont interrogé d'abord sur le plan de retour à l'équilibre, sur nos questions budgétaires, etc. Je me disais qu'il y aurait des questions, c'est pour ça que je n'ai pas pris mon temps de parole dans le propos liminaire pour en parler, mais ça nous préoccupe assez souvent, matin, midi et soir. L'AP est effectivement en déficit. Alors, par ailleurs, elle a un taux d'endettement inférieur à la moyenne des hôpitaux, elle n'a pas d'emprunt toxique, etc. Mais effectivement, elle a une situation de déficit de son compte d'exploitation, qui représente à peu près 2,5% de son budget, avec un déficit aux alentours de 200 millions d'euros. Et du coup, dans le contrat que j'ai avec l'État, je dois dans les 5 prochaines années rétablir l'équilibre. Donc on va baisser le déficit de 25% en 2019 et puis continuer pour atteindre l'équilibre. Donc c'est une situation extrêmement exigeante qui se traduit, pour être très pratique, par stabilité de la masse salariale pendant 5 ans. Et comme il y a le glissement, vieillissement, vieillesse, technicité, un certain nombre d'éléments, quand vous avez stabilité et que l'évolution spontanée est à peu près d'1%, ça veut dire que c'est un impact d'1% sur les effectifs. Et quand vos effectifs non médicaux sont environ de 70 000, on arrive au calcul que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc effectivement, on est dans une période de serrage de vis compliqué. Alors pourquoi est-ce que je pense que c'est pour autant possible ? Pour plusieurs raisons. Je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que on réduisait notre siège. Donc
pour dire que la première chose qu'on fait, c'est de se dire, effectivement, on peut peut-être avoir moins de bureaucratie, un système plus agile. La deuxième chose, je vous ai parlé de la révolution numérique. La révolution numérique permet, effectivement, quand 30% des paiements se font en ligne, alors qu'il y a 3 ans, 0% des paiements se font en ligne, ça nous permet de supprimer des emplois dans certaines fonctions. Même chose sur la prise de rendez-vous en ligne, même si les secrétariats médicaux sont plus compliqués. Pour ce qui est des soignants, parce qu'avec tout ça, on ne peut pas remplir cet objectif. Pour ce qui est des soignants, ça nous conduit obligatoirement à réorganiser nos activités et nos services. Parce que sinon, tout le monde souffre partout avec des sous-effectifs. On est dans un hôpital qui a la chance d'être un ensemble très fort. Effectivement, quand vous avez juste 15e, 14e arrondissement, 3 services d'urologie différents, vous dépensez plus d'argent, les médecins ils sont moins heureux parce qu'ils sont dans des équipes plus petites, et donc on a intérêt plutôt à les unifier, ce qui permet à la fois de faire des économies de personnel, qui permet de mieux prendre en charge les patients. Et donc on peut revoir un certain nombre d'organisations pour aboutir à ne pas, j'allais dire, diminuer la densité en personnel, si effectivement les réorganisations sont fortes. Elles ne sont jamais faciles à faire. Certaines, on fait marche arrière parce qu'on part sur une idée et c'est une mauvaise idée. Et parfois, on garde l'idée parce que c'est... Et puis on arrive à convaincre. On utilise la rénovation des hôpitaux pour cela. Quand les hôpitaux sont organisés de manière pavillonnaire, il y a besoin de... la configuration des locaux nécessite des effectifs plus importants que les ratios nationaux, etc. Quand on construit un nouvel hôpital, on arrive à faire des organisations spatiales qui permettent d'avoir des organisations d'effectifs qui sont plus rationnelles. Donc c'est par ces moyens-là qu'on va respecter cette demande qui nous est faite de retour à l'équilibre dans 5 ans. Parfois, des réorganisations sont fortes et font des grincements de dents pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les économies. Quand le sujet que vous évoquiez très précisément de transplantation hépatique, comme je vous l'avais dit, de passer, on avait 600 de transplantation hépatique, on est passé à 5, on est passé à 4 et on est passé à 3 cette année en réunissant 200 de transplantation hépatique. Là, ce n'est pas pour faire des économies. C'est que quand vous avez moins de chirurgiens hépatiques qu'il n'y en avait auparavant et qu'à Mont-d'Or, qui vous était cher, il n'y avait plus que 2 chirurgiens de transplantation hépatique et qu'ils ont besoin d'être de permanence 24 heures sur 24, 365 jours par an, la vie des malades est en danger. Et si je n'ai pas fait cette table ronde, ce n'est pas parce que je ne suis pas un homme d'engagement, non, Madame Cohen, c'est parce que, entre-temps, la communauté mondorienne médicale m'a dit nous ne tenons plus, nous ne pouvons plus assurer la sécurité des malades. Non mais, c'est pas moi qui leur ai interdit de trouver des chirurgiens hépatiques. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Et peut-être qu'il... On laisse notre invité. Et quand on regarde les grandes métropoles, je veux dire, il y a une chose très différente pour ces activités extrêmement spécialisées pour lesquelles on a intérêt à avoir des grands centres plutôt que d'avoir de la dispersion. Non, mais c'est un débat. Mais en tout cas, juste, la question n'est pas une question d'économie là-dedans. Alors, oui, ça me permet de répondre à Madame Cohen sur ma démission. Si vous lisez... comment? C'est pas moi qui la demande. Hein. Non. Comme c'est enregistré, je me faisais le relais. Alors, comme c'est enregistré, je vais redire les choses. Pour ceux qui ne lisent pas le journal du dimanche. Dans le journal du dimanche, il y avait une tribune signée par le professeur Grimaldi et 104 autres médecins qui me disaient d'aller à France Inter faire un coup de gueule pour demander au gouvernement plus de moyens. Le JDD, dans son titre, a rajouté un titre qui était « Monsieur Hirsch, faites comme Monsieur Hulot ». Il se trouve qu'on se suit dans l'ordre alphabétique, HI, HU, faites comme Monsieur Hulot. Et le JDD, pardon, j'ai jusqu'au bout, le JDD, dans son site internet, a dit il lui demande de faire comme Nicolas Hulot, et donc il lui demande de démissionner. Voilà. Donc, je leur ai dit, mais est-ce que vous voulez que je démissionne? Est-ce que vous avez un autre... Et donc, vous avez vu la dépêche après qui dit, en fait, on n'a pas demandé ce titre-là, on lui demande juste d'aller faire un coup de gueule à France Inter, etc., mais pas forcément de démissionner. Je suis sûr qu'il y en a qui souhaitent que je démissionne. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, je suis sûr que... Voilà. En fait. Voilà. Moi, il se trouve... Non, mais je vais être très sérieux là. Je vais être très sérieux là-dessus.
Exactement. Oui, oui, oui. Sur le fond, je vais vous dire deux choses sur le fond. Premièrement, une chose, et ce n'est pas un plaidoyer pro domo, etc. Je pense que l'établissement que je dirige a souffert d'avoir une durée de vie moyenne de ses directeurs généraux de 3 ans, 8 mois depuis 30 ans. Et que pour mener des projets, je pense que ça ne leur a pas rendu service à cette maison. Donc moi, je suis prêt à être là tant que c'est utile, qu'on a besoin de moi, mais je pense que la durée et la stabilité est plutôt meilleure. Voilà. Mais ensuite, s'il y a un meilleur directeur, si on considère que je ne suis pas l'homme de la situation, je suis le dernier des types à s'accrocher à des trucs. Mais là, je pense qu'on a du boulot et qu'en réalité, en fait, on a une assez forte adhésion. Je pense qu'on a une assez forte adhésion dans le changement. On a réussi à faire en sorte que cette maison se transforme et je pense que l'idée de transformation, alors il y a des transformations qui ne plaisent pas à d'autres, mais permet de pouvoir renaître des projets. Et quand je citais le montant des investissements en Seine-Saint-Denis, dans ce plan de redressement, il y a une chose qu'on n'a pas sacrifiée, c'est l'investissement. Et Dieu sait que les demandes pour dire au moins renoncer à telle ou telle opération étaient pressantes. Mais de se dire, on ne prépare pas l'avenir. Donc j'ai acheté des robots chirurgicaux pour que les chirurgiens aient envie de venir travailler et qu'on ne soit pas moins bon que le secteur privé. On continue à rénover les hôpitaux et on accélère la rénovation des hôpitaux. On va dépenser 500 millions d'euros par an d'investissement. On a augmenté plutôt que de baisser. Et donc, effectivement, on demande des efforts aux uns et aux autres. On demande des efforts aux uns et aux autres, mais ça, dans ce choix-là, c'est vraiment un choix d'avenir et je crois qu'il est compris dans la maison que je dirige. Alors, effectivement, il y a des situations plus tendues que d'autres. Vous me citiez Charles Foix, etc. Alors, pour faire face à ça, on utilise une méthode. On a des endroits où il y a des sous-effectifs et il y a des endroits où la situation est moins tendue. Et donc, on a proposé une méthode qui est toute bête aussi, mais qui consiste simplement à dire qu'on fait des comparatifs de tous les services en fonction de leur activité et des effectifs et on fait du rééquilibrage. Ah. Les hôpitaux que vous avez cités ne sont pas des hôpitaux pour lesquels il y a un déséquilibrage en leur défaveur. Ah. Donc on rééquilibre. Alors vous me direz, vous gérez la pénurie, etc. Mais par ailleurs, beaucoup d'entre vous viennent d'autres régions ou d'autres départements et pourraient me dire, si je affichais mes ratios, qu'ils sont parfois plus favorables que ceux du reste de la France. Donc moi je suis un peu pris en tenaille entre ceux qui me disent vous êtes plus riches que le reste de la France et ceux qui sont à la paix et qui peuvent juste dire parfois à juste titre que les conditions... La réalité c'est, est-ce que les conditions de travail à l'hôpital sont dures? Oui. Est-ce que les situations sont tendues? Oui. Est-ce que les conditions de statut des rémunérations que j'évoquais parfois rendent les choses plus difficiles? La réponse est oui. Quand je dis cela, je ne dis pas que je suis contre les statuts. Je dis juste que les effets pervers de certains statuts, je citais les masseurs-kinésithérapeutes, on a parlé des orthophonistes, etc., fait que c'est contre-productif contre le service public. Si je disais cela avec un service public qui s'était rétréci, vous me direz, il est idiot. Mais quand je regarde les 4 dernières années, sur les 4 dernières années, la part de l'AP en région Île-de-France de malades traités a augmenté par rapport au secteur privé. Donc j'en déduis que je ne dis pas cela pour réduire la part de l'AP. Je crois au service public. Je travaille depuis l'âge de 19 ans dans le service public. Je crois au service public. J'adore le service public. Mais je pense qu'on a besoin, et vous aussi, je pense qu'on a besoin de ces éléments pour pouvoir répondre à des situations spécifiques plutôt que voir d'autres trinquer au champagne quand effectivement nos rigidités posent des problèmes. Sur la réorganisation du temps de travail, la réorganisation du temps de travail a été faite justement dans une situation dans laquelle nous nous trouvions dans une situation différente des autres hôpitaux. Et je ne vais pas être technique, mais on a demandé quelque chose de très difficile à nos personnels, qui était la chose la plus difficile, qui était que de ne pas garder des équipes qui travaillent que le matin, des équipes qui travaillent que l'après-midi, parce qu'en général, les mères de famille préfèrent le matin, et donc il ne reste pour les nouvelles embauchées que l'après-midi disponible, qui rend les choses difficiles. Comme je ne peux pas faire tourner les hôpitaux que le matin, on leur a dit, vous allez alterner matin-après-midi. Celles qui étaient habituées à que le matin ont eu un dérangement dans leur vie professionnelle et familiale, c'est sûr. Mais la situation est un peu plus équitable qu'avant. La situation est un peu plus équitable. Donc quand vous vous interrogez, vous aurez un taux de satisfaction faible de celles et ceux pour lesquels ça a changé,
plus fort des autres. Qu'est-ce que je regarde depuis la réforme est entrée en vigueur en octobre 2016? Nous sommes en novembre 2018. J'ai regardé les 14 derniers mois. Sur les 14 derniers mois, on a chaque mois une réduction de l'absentéisme. Chaque mois, une réduction de l'absentéisme. Ça ne veut pas dire que ça va mieux, ça veut dire qu'on a quand même réussi à jouer sur un élément. Ça veut dire aussi que les personnels sont dévoués, ont une conscience professionnelle très forte, on dit souvent du mal de la paix, on a un taux d'absentéisme, malgré les difficultés, qui est plutôt un peu moins élevé que la moyenne nationale, mais ça veut dire qu'on n'est pas dans une situation dans laquelle les choses se dégraderaient. De la même manière, quand on me reproche en disant « mais vous êtes en train de dégrader la qualité des soins », je regarde sur les 4 dernières années, les maladies nosocomiales, celles qu'on attrape à l'hôpital, à l'AP-HP, elles ont baissé de 20%. Elles ont baissé de 20%, les maladies nosocomiales. Voilà. Et on est dans les meilleurs. On est dans les meilleurs. Voilà, donc ça bosse dur, c'est compliqué, etc. Donc on dit, aidez-nous à nous donner les petites souplesses qui permettent d'avoir moins à faire ces mesures un peu désagréables qu'on est conduit à faire. Alors, je suis désolé pour Madame Bellet sur les praticiens à diplôme hors Union européenne, sur lesquels je n'ai pas les chiffres, sur lesquels on est probablement... Tu les as, toi? Non, mais... Un peu moins concerné que d'autres établissements. Mais si vous autorisez, François Crémieux, à en dire 3 mots. Oui. Vraiment à peine plus. Je vous propose surtout de vous faire une réponse précise, et notamment avec les chiffres. L'assistance publique est effectivement historiquement moins concernée que des hôpitaux de région, parce qu'on avait une attractivité pour des professionnels médicaux qui était plus importante. Donc on a eu moins recours à des praticiens à diplôme hors Union européenne. Et je vous propose une réponse plus précise et factuelle à l'issue de cette réunion. Alors, sur l'obsolescence programmée, la plateforme génomique et les nouveaux métiers, si je puis dire, 2 réponses. La première réponse, c'est pour ça qu'on investit beaucoup, et effectivement dans le renouvellement des équipements, parce qu'effectivement les choses tournent vite. Et si je vous ai annoncé des énormes chiffres d'investissement et des efforts qu'on fait pour pouvoir les tenir, c'est pour éviter que quand on construit des nouveaux hôpitaux pendant 5 ans, ce qui a pu se passer pendant le passé, du coup on disait on ne va pas vous changer votre échographe, on ne va pas vous changer, etc., etc. Et donc on investit beaucoup. Ayez conscience, en tout cas c'est le cas chez nous, je ne sais pas qu'ailleurs, qu'aujourd'hui l'absence d'investissement, la saturation des investissements est un frein sur la transformation digitale. J'ai connu la période où le truc n'était pas au point et c'est pour ça que ça ne marchait pas. On connaît la période où maintenant c'est au point, mais du coup on ne va pas assez vite parce qu'on ne peut investir que 60 millions d'euros par an dans l'informatique et tous les outils qui fonctionnent à l'informatique. On devrait investir plutôt 80-90 millions d'euros. Et quand je compare avec d'autres pays, on a ce sujet-là. Et alors sur les nouveaux métiers, nous on est très ouverts, on a besoin des nouveaux métiers. En général, on a un problème de rémunération pour ces nouveaux métiers. Et donc, ceux qui ont une compétence biologique, informatique, médicale sont des perles rares qui ne rentrent pas complètement dans les grilles des salaires de l'hôpital. Donc, on est obligé de faire des contorsions. Merci bien. Donc, nous allons prendre la suite avec Madame Lassarade. Oui, merci Monsieur le Directeur, merci Monsieur le Président. Moi je parle en tant que provinciale et j'avais dans l'idée qu'à Paris il y avait quand même beaucoup plus de médecins qu'ailleurs, que vous aviez une densité médicale exceptionnelle, du moins vu de la région bordelaise. Vous êtes convaincu de l'intérêt de l'hospitalisation publique. Moi, je vais défendre l'exercice mixte. Parce que ça a été mon choix je suis pédiatre, ça a été mon choix depuis le départ, mais j'ai dû vraiment ramer pour obtenir ce type d'exercice. Par contre, l'exercice mixte, il offre aux médecins une grande liberté. Et je crois que ce qui manque aux médecins hospitaliers à l'heure actuelle, c'est la liberté. Je pense que lorsque un médecin hospitalier se voit accablé de projets de structures, de projets d'établissements, de projets qu'il présente les uns derrière les autres et qui sont souvent refusés, en fait le médecin hospitalier, il est accablé d'administratif.
sans doute parce qu'on veut également le remplacer par des protocoles. Donc je pense qu'il faut prendre conscience de ça. Et par ailleurs, sur l'exercice mixte, je ne vois pas comment on va pouvoir attirer la médecine libérale à l'hôpital alors que les médecins qui sortent actuellement de leurs études ont envie d'être salariés. Donc je ne sais pas trop si ce n'est pas un petit peu tard maintenant pour parler d'exercice libéral à l'hôpital. Dernière chose, ça c'est pour Madame Cohen, quand on va voir le film Un homme pressé avec Fabrice Lucchini, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a l'impression que l'orthophoniste est à disposition de l'homme qui a fait son accident vasculaire et qui a une aphasie, y compris jusqu'à son domicile. Là, vraiment, je pense qu'il faut ramener les choses à ce qu'elles sont réellement. On ne vit pas du tout dans ce monde idéal. Voilà. Merci Madame Grellet-Certenais. Merci. J'essaie de modifier un petit peu parce qu'effectivement, compte tenu des questions déjà posées, moi c'est pareil, j'interviens de mon département, enfin, en tant que sénatrice sur un département plus rural, et donc j'ai une vision un petit peu plus distante, et j'étais un petit peu axée sur justement perspective de la future loi de santé, organisation générale de la protection sociale, et donc d'où mes questions. Vous parlez dans un premier temps effectivement du numérique qui prend une importance très, très grande sur l'organisation des hôpitaux en général. Vous savez, alors je voulais avoir votre vision un petit peu justement un petit peu plus centrale là sur Paris, mais c'est en tant que véritablement sénatrice de la Sarthe que je vous interroge. Vous avez forcément des retours de vos équipes, des patients sur ces problématiques d'accès au numérique aussi, comment vous les gérez, comment vous les traitez, puisque c'est quand même une donnée qui nous importe, nous, dans les départements plus ruraux, avec toute la fracture, évidemment, numérique qui existe, on est en cours d'y répondre, mais enfin, elle existe encore toujours. Et puis, vous parliez d'innovation, notamment plateforme génomique, etc. Je voulais savoir si vous aviez, compte tenu des investissements importants que ça suppose, si il y avait une complémentarité ou au contraire une concurrence avec les autres pays, notamment européens, sur ces investissements-là. Est-ce que c'est sur des investissements qui sont mutualisés, juxtaposés, enfin voilà, en matière de coûts? Et puis enfin, ma dernière question, c'était, vous avez cité également travailler avec quelques groupes hospitaliers de territoire. Là encore, je rebondis un petit peu sur ce que disait Mme Lassara tout à l'heure. J'ai été interpellée, moi, par la Fédération des hôpitaux privés qui me disait qu'ils étaient aussi dans l'investissement en termes d'innovation, au niveau des équipes, etc. Je voulais avoir votre vision sur l'organisation plus globale. Est-ce que ce doit rester des concurrences? Est-ce qu'il y a une articulation à trouver selon vous, et laquelle? Je fais le constat sur mon territoire, sur mon département, où dès qu'il y a quelques transformations, je pense notamment aux hôpitaux privés qui se sont mis en place, aux hôpitaux de proximité qui se sont mis en place, dès qu'il y a quelques transformations, il y a souvent une certaine rivalité qui naît, qui, je pense, est souvent au détriment du service aux patients. Est-ce que, selon vous, comment articuler un petit peu ça, sachant que il y a des habitudes qui, vous le disiez, sont difficiles à faire bouger. Il y a des GHT qui se mettent en place, qui sont supposés à un moment donné venir un peu réguler tout cela. Je crois beaucoup au service public également, mais il y a des réalités et des constats de terrain qui m'interrogent. Merci. Merci bien, Monsieur Daudigny. Merci, Monsieur le Président. Deux sujets à ce niveau de la discussion. Monsieur le Directeur Général, donc, en tant que citoyen, vous avez indiqué que vous souhaitiez un renforcement du rôle de la sécurité sociale, avec des arguments qui sont forts et qui méritent d'être examinés. Il faudrait prendre aussi en considération le poids historique des mutuelles dans la constitution du système de protection sociale en France et leur implication aujourd'hui en matière d'établissement et de santé publique qui dépasse largement
la notion de simple remboursement. Mais au moins, le débat mérite d'être ouvert. Alors ma question, nous sommes plusieurs sur différents bancs au moment de la discussion du PLFSS à avoir exprimé des craintes sur l'autonomie de la sécurité sociale qui pourrait être mise en danger, alors je vais me dire très simplement, par une fongibilité du budget de la sécurité sociale avec le budget de l'État. Voilà, je crois que ça résume assez bien. Alors, vous qui êtes donc un examinateur et un acteur très fort du système de pensée, est-ce que vous partagez cette crainte? Est-ce que l'autonomie de la sécurité sociale est un sujet pour vous? Voilà. C'est pas une question au directeur. Alors, une question maintenant au directeur général de la PHP. Monsieur le directeur général, quelles informations remontent jusqu'à votre niveau sur les pénuries de médicaments et de vaccins qui touchent vos différents établissements? Lors de la réalisation d'une mission d'information sur le sujet, nous avons auditionné plusieurs directeurs qui nous ont fait part d'une situation à la fois inquiétante qui devient de plus en plus grave et qui vous pose, à vous, donc à PHP, à la fois des problèmes financiers et des problèmes de moyens humains, de logistique, puisque je crois que c'est peut-être de l'ordre d'une dizaine de personnes qui sont concernées dans l'ensemble de la PHP uniquement par le sujet des pénuries de médicaments et de vaccins. Je vous remercie. Merci. Pour résumer un peu, la Commission des affaires sociales craint une bercisation de l'assurance maladie. Madame Rossignol. Monsieur le Président, messieurs les directeurs, 3 questions de ma part. Les 3 sont assez prévisibles pour vous. Les 2 premières concernent, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le département de l'Oise. Et je voulais vous interroger sur, d'une part, le site dans l'ancien hôpital Villemain à Angicourt, où je sais que la PHP fait ce qu'il faut pour sécuriser le site, mais avec néanmoins des difficultés. Vous avez évoqué l'idée d'une vente en 2020. Est-ce que vous confirmez cette date? Est-ce qu'il s'agit de la vente vraiment, ou est-ce qu'il s'agit d'un process qui démarrerait en 2020? Et je vous confirme que les élus sont tout à fait preneurs d'une date plus précoce. Deuxième question, c'est l'hôpital Paul Doumer de Liancourt. Comment vous articulez avec l'ARS Hauts-de-France et l'avenir de cet établissement, puisque pour les collègues, je précise que nous avons dans l'Oise des établissements qui dépendent, enfin un établissement de la PHP et des anciens établissements qui sont maintenant désaffectés. Et enfin, troisième question, sujet différent. Vous savez que l'hôpital a été identifié comme étant un des lieux de travail dans lesquels les femmes sont le plus exposées au sexisme. Vous connaissez les résultats de l'enquête du syndicat des internes. 85% des internes exposés au sexisme quotidien, 35% à des gestes déplacés à connotation sexuelle. Et puis j'ajoute à ça que la fonction publique hospitalière est aussi identifiée comme étant, elle n'en a pas le monopole, je vous le concède, dans lequel les femmes sont sous-représentées à des postes de responsabilité, surreprésentées dans les emplois précaires. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place sur ce dernier volet pour faire reculer le sexisme et progresser l'égalité professionnelle? Oui, je sais que je parle toujours de la même chose, chers collègues, mais bon. S'il vous plaît. Votre soutien aussi. L'heure avance. Posez vos questions. Ça y est? Ah, pardon. J'ai pas entendu. Oui. D'accord, elles ont été enregistrées. Madame. Non. Madame Meunier a la parole. Rapidement, je vais peut-être faire un peu la synthèse, non pas de tout, mais beaucoup de sujets ont été abordés de ce que je voulais vous poser comme question, Monsieur Hirsch, notamment autour de ce que vous avez appelé redéfinition des métiers. Là-dessus, vous êtes exprimé, mes collègues vous ont posé des questions. Je suis un peu sur ma faim sur les assistants médicaux. Je pense que j'aurais aimé avoir votre point de vue. Et puis vous avez été aussi très concret sur tout ce qui était masseur kinésithérapeute et aide-soignante, et on sait, surtout sur le deuxième aspect de soins, comment parfois ce sont elles les chevilles ouvrières de certains services hospitaliers, ces fameuses aides-soignantes ou aides-soignants qui, on le sait, c'est la pénurie et gros problème.
conditions de travail, développement de carrière, etc. Ça, vous vous êtes bien exprimé. Donc je garde mes questions également sur ce que vous avez pu répondre suite au courrier des 105 médecins. Voilà. Et j'entends que les suppressions de postes que vous envisagez sont sur de l'organisationnel, on va dire non médical. C'est comme ça que j'ai entendu votre réponse. Oui, plutôt dans le domaine de l'administratif. Alors, vous avez eu cette phrase, vous avez parlé de médecins heureux à l'hôpital. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut rendre aujourd'hui un médecin heureux à l'hôpital ou une infirmière heureuse à l'hôpital ou une aide-soignante heureuse à l'hôpital. Et j'en profite pour dire, et c'est pas anecdotique, l'hôpital Sainte-Anne a développé une chaire de philosophie. Je pense qu'elle est toujours en activité et Cynthia Fleury, entre autres, en était une actrice. Est-ce que, selon vous, ça peut être une piste, parmi d'autres, évidemment, ce n'est pas la panacée, mais peut-être d'ouverture sur le temps de travail à des professionnels, des soignants et aussi des médecins, des familles de malades, de pouvoir, dans un espace à l'intérieur de l'hôpital, pouvoir bénéficier d'autres moments que du soin. Merci bien. Madame Schillinger. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais plutôt me tourner vers les questions de nouvelles technologies. Vous parlez d'un nouvel hôpital, bon, je parlerai de l'hôpital en général, très connecté, très modernisé. Comment les patients vont pouvoir avoir accès à cette connexion? Parce que vous parlez de Paris, il y a une grande population qui est très fragile à Paris et très démunie. Et surtout le lien avec les personnes, les aînés, les personnes âgées qui ne maîtrisent pas forcément cette technologie, comment elles vont pouvoir avoir le même accès que les plus jeunes, et comment vous adapterez la prévention, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est en retard à certains niveaux, comme plan cancer, pauvreté, donc moi je m'orienterai plutôt sur ce sujet-là. Merci Madame Doineau. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne commencerai pas par une question. Je voudrais saluer votre engagement pour le service public, Monsieur le Directeur, parce que je crois que la proposition d'une telle direction, être capitaine d'un tel navire qui est avancé un peu dans le brouillard, c'était sans doute prestigieux, mais ça pouvait aussi paraître l'obstacle professionnel le plus terrible. Donc moi je vous remercie parce que c'est pas très évident. Vous avez un héritage que vous n'avez pas voulu mais que vous essayez en tout cas de reprendre en main. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une transformation de notre système de santé. Rappelons tout de même que le système français est loué partout dans le monde, mais c'est vrai que nous vivons aujourd'hui des perturbations importantes. Et moi je pense qu'il faut garder son enthousiasme. Parce que quand on va sur le terrain, on rencontre des équipes médicales qui sont formidables. La valorisation des infirmières, par exemple, on l'a vu la semaine dernière avec une de mes collègues dans un petit village de l'Isère, des infirmières qui se forment au quotidien pour, par exemple, l'appréhension des escarres, comment soigner, cicatriser les escarres, d'autres qui s'engagent dans des programmes d'infirmières à Salé. On a vu aussi l'engouement pour les infirmières en pratique avancée. Le décret n'était pas sorti, que tout le monde voulait avoir son université. Donc gardons cet enthousiasme parce que justement c'est la manière de valoriser des métiers qui aujourd'hui sont parfois en souffrance. Alors qu'on sait que dans toute profession, il faut justement avoir cette perspective d'évoluer et la meilleure façon d'évoluer, c'est d'apprendre. Et donc moi je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette valorisation et ces rémunérations à revoir. Et dans d'autres professions d'ailleurs. Je pense que la télémédecine est aussi un atout extraordinaire. Vous avez parlé des nouvelles technologies, mais je pense que la téléexpertise, les téléconsultations peuvent aider aussi parce qu'elles réduisent les distances, parce qu'elles sont aussi en capacité à former en continu les professionnels. Et je voudrais maintenant aborder un sujet qui n'a rien à voir avec la santé, Monsieur le Président, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec Martin Hirsch sur la mise en place du revenu de solidarité active. Et c'est vrai que l'aide de l'Agence nationale des solidarités actives a été essentielle dans notre département comme dans beaucoup d'autres. Aujourd'hui, avec le plan pauvreté, on voit une nouvelle formule qui s'annonce. Et moi, je suis un petit peu désorientée en fait, parce qu'on voit une
recentralisation vers les régions, avec ces conférences régionales qui s'organisent. Alors dans la précipitation, on n'a pas des agendas les uns et les autres qui peuvent comment dirais-je, s'organiser au jour le jour. Donc on va être en incapacité de suivre ces premières conférences pour beaucoup. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Noblecourt justement avec mon collègue Philippe Mouillet. J'ai été rassurée par ses propos. Mais quand je vois l'exécution sur le terrain, ça n'a rien à voir avec finalement son dynamisme et son envie de bien faire. Moi, ce que je reproche, c'est que là où ça va bien, eh bien, on donne à refaire. Alors que voilà, ça fonctionnait bien le RSA chez nous. On peut l'appeler après le revenu universel, peu m'importe le nom, mais en tout cas l'organisation là va être remise en cause, alors que finalement tous les départements n'étaient pas aussi en difficulté que certains. Et c'est toujours pareil en France, quand ça va mal à un endroit, on punit tout le monde et on recommence tout. Et donc, pour finir, je voudrais dire que dans notre pays, bien sûr, on pourrait faire plein de choses. Et c'est toujours les budgets qui nous manquent. Mais je pense que pour faire du bien, il faut du lien. Et comment on fait du lien? Eh bien, pour les professionnels de santé, comme pour ceux qui travaillent dans l'insertion professionnelle ou sociale, qui luttent contre la pauvreté, toujours, le fait de donner une dynamique, de faire travailler les gens ensemble, eh bien, ça leur permet de voir où faire des économies, comment mutualiser leur travail. Et du coup, en faisant du lien, eh bien, on peut créer du bien. Merci. Donc, je vous laisse répondre aux questions. Merci beaucoup. Pour Madame Lassarade, sur l'exercice mixte, vous avez vu l'évolution qui s'est passée, en fait. Ordonnance Debré, on veut faire revenir du plein temps à l'hôpital. Du coup, l'exercice mixte, c'est simplement quelques vacataires qui ont quelques vacations à l'hôpital ou l'autorisation du privé. Aujourd'hui, il y a un besoin pour l'organisation du service de santé. Je pense qu'il y a une aspiration des professionnels à effectivement avoir un exercice qui est plus diversifié. Et il faut qu'on le fasse sans faire l'impression que du coup ça enlève l'attractivité de l'hôpital. Donc c'était au cœur, quand je disais des centres de soins non programmés où on peut retrouver des médecins de ville, des médecins hospitaliers ou des médecins dont on ne sait plus s'ils sont de ville ou hospitaliers, c'est effectivement ce vers quoi je pense qu'on doit pouvoir aller. Et donc on essaye d'avoir quelques sites sur lesquels, au-delà de où on a exercé les 10 dernières années, les médecins puissent exercer ensemble. Alors, il manque de liberté, vous nous dites. Alors effectivement, les procédures, les normes, les structures sont compliquées à gérer. L'un des défis que l'on a devant nous, on essaie d'y répondre dans des nouvelles organisations médicales, de pouvoir faire plus de délégations vers les responsables médicaux, alors dans lesquels beaucoup les réclament pour effectivement ne pas simplement avoir à appliquer ce qu'on leur dit de faire pour des raisons budgétaires. Je pense qu'à partir du moment où on va leur donner, ils vont avoir un peu de recul en disant finalement on n'est pas fait pour ça, donc on va trouver un équilibre. Plusieurs d'entre vous, dont Madame Grelet-Certenay et Patricia Schillinger notamment, ont posé des questions sur fracture numérique alors qu'on se digitalise. Je vais vous répondre très simplement. Nous savons que dans nos hôpitaux, quand on téléphone pour avoir rendez-vous, on décroche une fois sur 5. On décroche une fois sur 5. Pour des raisons que je ne sais pas corriger. C'est-à-dire que si ça va au poste de soins, on ne peut pas demander à l'infirmière d'attendre le téléphone. Ça. Donc on se dit, il vaut mieux que 60% des gens puissent se débrouiller par Internet et qu'on puisse recentrer une partie sur celles et ceux qui n'ont pas accès à Internet ou ne peuvent pas le faire. Voilà, donc quand c'est pour tout le monde, via ça, on n'arrive pas à répondre. Et donc l'idée, alors moi j'ai déjà eu cette expérience sur les populations précaires ou vulnérables, d'avoir des choses très digitalisées. Il y a aussi une partie de la population précaire qui est d'ailleurs déjà digitalisée. On voit la même chose d'ailleurs dans les pays du Sud où tout le monde est équipé de smartphones. Donc la fracture numérique n'est pas toujours la fracture sociale, mais on sait qu'évidemment il y aura une partie de la population soit trop âgée, soit trop déconnectée, etc., pour lesquels ces outils ne seront pas adaptés, mais on ne désarme pas le système pour cette fraction de la population.
Sur la plateforme génomique, oui, on est plutôt en concurrence. Et le plan génomique 2025 a été porté avec talent par Yves Lévy quand il était président de l'INSERM, est destiné justement à faire en sorte qu'on n'ait pas de retard par rapport à l'Angleterre ou par rapport à d'autres pays. Oui, il y a une rivalité publique-privée, mais il y a aussi des coopérations publiques-privées. Nous avons, avec François Crémieux, la semaine dernière, inauguré l'une des quelques expériences dans lesquelles nous gérons une IRM et d'autres choses très sophistiquées qu'on s'appelle des TEP scans en commun entre des libéraux et l'hôpital, ce qui pose des problèmes de coexistence de salaires différents dans le même bocal, mais qui permettent de partager l'investissement et de rendre davantage service à la population. Donc il y a une concurrence et il y a des points d'intersection. Voilà. Et puis et donc on essaye que cette concurrence soit plutôt émulation que concurrence, c'est pas toujours facile, et que les points d'intersection soient les plus utiles possibles. Yves Daudigny m'a rappelé le poids historique des mutuelles et le fait qu'ils ne faisaient pas uniquement de l'assurance. Alors effectivement, dans notre naïveté avec Didier Tabuteau, quand nous avions fait cette tribune, nous avons dit, est-ce que les mutuelles qui déjà gèrent un certain nombre d'établissements médico-sociaux, voire des établissements de santé, puisque tout ce secteur est assez mal structuré, pourrait se redéployer pour être l'un des opérateurs encore plus grands qu'ils ne sont aujourd'hui de ce secteur-là. Moi, je trouve qu'il y aura, aujourd'hui, on demande, et c'est dans ma loi Santé Mieux 2022, et c'est très bien, que les médecins libéraux soient plutôt organisés en groupe. La phrase du président de la République, c'est qu'il n'y aura plus un médecin exerçant tout seul. Il faut que ça se conjugue avec de la liberté, madame, je suis d'accord, mais c'est aussi une aspiration de beaucoup d'entre eux. Et il y a de la place pour des structures privées à but non lucratif qui puissent les aider à gérer ça. Donc on avait cette peut-être idée-là. Sur l'autonomie de la sécurité sociale, moi qui suis une personne déjà âgée, je me rappelle qu'il y avait une époque où c'était complètement géré par les partenaires sociaux. Donc aujourd'hui, le système est assez différent. Et donc, j'allais dire, la question de l'autonomie se posait quand on se demandait si c'était les partenaires sociaux qui avaient la responsabilité de ces budgets. Maintenant, c'est des questions d'autonomie entre un établissement public et une administration. Et donc, je serais tenu au devoir de réserve. Sur la pénurie de médicaments et de vaccins, oui, on voit ça venir. On a eu l'année dernière... sur les vaccins hépatite B, même obligé de réfléchir, c'est une vaccination obligatoire pour nos professionnels, de pouvoir ne pas respecter l'obligation pendant quelques temps, de prioriser, etc. Donc il y a une vraie préoccupation dont même les hôpitaux comme nous, moins vulnérables, parce qu'on a une grosse centrale d'achat, etc., peuvent être victimes. Et c'est effectivement très important de s'en occuper. Je m'excuse auprès de M. Mouillet de ne pas avoir répondu sur les heures sup, sur lesquelles on a une vraie question, y compris de plafonnement des heures sup. Quand l'hiver arrive et qu'on doit faire en sorte qu'on soit sûr que pendant la période hivernale, la période de bronchiolite, la période de grippe, je dois demander l'autorisation à la direction générale de l'hospitalisation d'avoir le droit de déplafonner les 15 heures sup par mois pour avoir le droit de le faire. Elle va m'être accordée. Madame Rossignol, je suis prêt à vendre Villemain demain matin. Voilà. Dès lors que le PLU permet de le faire et je n'ai pas la maîtrise du PLU. Paul Doumer, nous avançons et l'hostilité qu'il y avait au projet autour de la prise en charge de patients autistes sévères est légèrement levée aujourd'hui, donc j'ai bon espoir qu'elle continue à avancer. C'est un projet que vous connaissez à double titre. Sur le sexisme sur le lieu de travail, il existe à l'assistance publique. Je vous dis juste, quand après MeToo, j'ai envoyé des directives partout en disant l'argument c'est une tradition, c'est culturel, ne vaut pas. J'ai donné une interview pour expliquer ça. J'ai la surprise d'avoir un médecin qui, dans l'article d'après de commentaires, disait mais ce DG est quand même un gros con qui ne connaît pas les traditions hospitalières.
quand on demande à une jeune interne de montrer ses seins en salle de garde, nous nous comportons comme des adultes majeurs, responsables, etc. Voilà. Donc ça existe encore. Oui, c'était moi. Madame Meunier, sur la chaire de philosophie à l'hôpital, elle a été inventée à l'AP. Cynthia Fleury a décidé d'aller travailler dans un autre hôpital, mais elle existe toujours à l'AP, sans Cynthia Fleury. Et c'est effectivement des genres de choses qui ont beaucoup de succès, de pouvoir effectivement intéresser. On a un centre d'éthique clinique, quoi. On a différentes initiatives de cette nature-là qui ont du succès et qui sont effectivement importantes pour redonner du sens. Qu'est-ce qu'un médecin heureux ? Je vais être très rapide. Je voudrais juste dire que, effectivement, on a moi j'appelle ça la mue douloureuse de l'hôpital. Mais dans beaucoup de pays, quand on regarde, je discutais, j'ai posé la même question au patron du centre le plus riche de la côte est américaine, de Johns Hopkins Hospital, en disant chez nous ils sont malheureux, est-ce qu'ils sont heureux chez vous ? Il m'a dit chez nous ils sont bien mieux payés, mais ils font 5 heures de paperasse par jour. Madame, voilà, si vous allez voir, parce que toutes les assurances leur demandent des tas de trucs, etc. etc. Et aujourd'hui, cette mutation entre la médecine connectée, pas la même reconnaissance qu'avant, etc. etc. Donc je résume, un médecin heureux, une aide-soignante heureuse, une infirmière heureuse sont des professionnels qui travaillent dans une équipe qui s'entend bien. Aujourd'hui, les conditions pour que les équipes s'entendent bien ne sont pas réunies. Voilà. Donc, on travaille sur ce sujet. On a fait des choses qui aident ça. Par exemple, on permet aux services de s'auto-évaluer pour des labels hospitalité. Alors, le but était d'aider les patients à se sentir mieux accueillis. Et en fait, ça a aidé les équipes à avoir envie de mieux travailler ensemble. Madame Doineau a poser des questions sur garder l'enthousiasme, alors j'utiliserai cela, et puis poser des questions sur les plans pauvreté, les nouvelles formules, les anciennes formules. Alors j'ai juste un conseil à donner. Moi, toutes les réformes que j'ai faites, je les ai faites d'abord soit en m'appuyant sur un rapport du Sénat, soit par une première lecture au Sénat. C'était l'audition de Martin Hirsch, le directeur général des hôpitaux de Paris. Il a expliqué aux sénateurs comment il voyait la réorganisation du système de soins et la réforme de l'hôpital proposée par le gouvernement. Martin Hirsch est d'accord avec l'idée de créer davantage de liens entre l'hôpital et la médecine de ville, jusque-là trop cloisonnés. Il a aussi souligné les mauvaises conditions de travail des infirmiers du secteur public en France, bien moins payés qu'en Allemagne. Et puis, l'ancien membre du gouvernement sous Nicolas Sarkozy a ressorti une idée lancée lors de la dernière présidentielle, nationaliser les mutuelles et les fusionner à la sécurité sociale. Cela permettrait d'économiser le budget des mutuelles dépensées, notamment dans la publicité, soit 6 milliards d'euros. Cette proposition avait été à l'époque reprise par un certain Jean-Luc Mélenchon. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée et très bon week-end sur les chaînes parlementaires.